les personnes les Voilà. personnes vont pouvoir les spectateurs vont pouvoir poser des questions sur QR, des questions relativement courtes qu'on pourra peut-être grouper, Blandine et moi, et nous vous les rapporterons quand vous aurez terminé votre exposé, ou entre deux, si vous préférez vous arrêter et que les gens, vous faites comme vous le souhaitez, monsieur. C'est vous le maître. D'accord, Bonne soirée. merci. Je pense que le mieux, c'est qu'on garde les questions pour la fin, notamment parce que, notamment parce qu'avec le Zoom, autant en live, j'aime bien l'interaction, mais en Zoom, c'est souvent compliqué. Dites-moi, est-ce que là, vous voyez bien la… Oui, c'est bon. Là, c'est bon? Oui, c'est Vous le parfait. voyez en grand écran, c'est bon? Oui, Oui, bon, oui. Parfait. tout à fait. Donc, merci beaucoup pour cette proposition, cette invitation à venir vous présenter un peu mon travail. Alors, le sujet est vaste, un trouble bipolaire, addiction et puis pop culture. Ce que je vais faire, en fait, je vais vous présenter un peu mon travail autour du trouble bipolaire et puis surtout autour de culture pop et psychiatrie. Donc, pour en fait un moyen d'expliquer la santé mentale autrement en utilisant les films, les séries, notamment parce que c'est un sujet, la déstigmatisation, qui me tient vraiment à cœur. C'est aussi quelque chose qu'on utilise à l'hôpital et certains d'entre vous pourront peut-être bon, témoigner, même si la séance du film n'est pas encore arrivée. Enfin bref, je vais vous expliquer tout ça. On parlera aussi d'addiction, mais je me suis dit, c'est un sujet qui est un peu vaste, donc l'idée, c'est que de toute façon, vous puissiez poser toutes les questions que vous avez peut-être plus cliniques. Enfin bon, c'est un peu les aléas du Zoom, mais voilà, je ne sais pas trop quel est le niveau de connaissance de chacun et quelles sont les questions. Donc, de toute façon, on pourra aborder l'abord beaucoup plus clinique, si vous le souhaitez, à la fin, et je vais essayer de justement bien me tenir au niveau de l'horaire pour qu'on puisse aborder tous ces sujets-là. Donc, associer la pop culture et la psychiatrie, ça peut sembler assez antinomique. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont reconnu certaines des célébrités ou des stars qui apparaissent dès cette première diapositive. Il y en a au moins 2, voire 3 qui sont atteintes de troubles bipolaires. Et on va voir que finalement, c'est une manière récente et néanmoins radicale qui a fait que cette pathologie, le trouble bipolaire, est aujourd'hui perçue complètement différemment par rapport à ne serait-ce qu'il y a quelques années. Alors, pour commencer, une citation qui est d'un psychiatre plutôt psy que pop, qui est une figure assez austère et radicale, qui est Franco Basaglia. On pourra en parler si vous le souhaitez pendant l'échange après. Donc, un psychiatre italien qui a mené, notamment à Trieste, et puis ça s'est étendu à tout le territoire italien, le mouvement de fermeture des hôpitaux, pur et simple, en considérant que l'hôpital psychiatrie ne peut pas, par essence, être bénéfique aux personnes concernées, d'où l'idée radicale de le fermer et de faire autrement. Et ce psychiatre, donc, est quand même quelqu'un de très avant-gardiste dans sa manière de penser les soins ambulatoires et puis aussi dans sa manière de le dire, de s'opposer à une certaine, on va dire, un certain ordre établi. Il dit dans son livre pardon, l'institution en négation, la psychiatrie établit à beau jeu de définir notre travail comme privé de sérieux et de respectabilité scientifique. Ce jugement ne peut que nous flatter. Il nous associe enfin au manque de sérieux et de respectabilité attribué depuis toujours aux malades mentales comme à tous les exclus. Donc finalement, on voit bien que dans la santé mentale, dans la psychiatrie, il y a un peu cette idée d'être peut-être outsider, d'être peut-être en marge, et finalement, une idée que je trouve assez belle de finalement revendiquer ça pour en faire dire autre chose. Et c'est vrai que finalement, la pop culture, c'est un petit peu ça. Ça peut être taxé de quelque chose de cosmétique, de superficiel, de non scientifique, et pourtant, on va voir que c'est loin d'être le cas. Alors, une citation psy auquel répond une autre citation, qui est une citation plutôt du registre de la pop culture. Peut-être que certains d'entre vous la reconnaissent. Il s'agit de la chanteuse et actrice Lady Gaga, qui est devenue une vraie activiste pour la santé mentale en disant « Beaucoup de gens ont peur des médicaments faits pour aider leur cerveau. Je veux lutter contre le stigma à ce sujet. » Donc, on voit bien que c'est des types de prises de parole qui n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans et qui aujourd'hui
comment dire, ont un effet radical sur le paysage et sur la manière dont on parle de la santé mentale. On va le voir aux États-Unis et un petit peu en France. Par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle un Google Trends. Donc, c'est en fait le nombre de fois qu'un mot a été cherché. Et là, il s'agit du mot tutelle. Euh, aux États-Unis, le nombre de fois où le mot tutelle a été recherché sur Google au cours des 5 dernières années. On voit que franchement, jusqu'à 2019, ce n'était pas vraiment un sujet qui passionnait les foules, que ce soit en termes de sujet de société, en termes de défense des droits. Et on voit ce pic assez monumental qui arrive à l'été 2021. Et alors, bon, j'aurais bien aimé, mais encore une fois, c'est les aléas du webinaire. Si je vous demandais un peu de savoir d'où pourrait venir ce pic, eh bien, ce pic, il vient de l'histoire de Britney Spears, qui est donc une célébrité, une chanteuse américaine, qui a longtemps été la personne la plus célèbre au monde faisant l'objet d'une mesure de tutelle, avec un mouvement de fans qui s'est ensuite propagé dans les médias et puis finalement dans la société, qui a fait que c'est devenu un sujet de société, la tutelle, et notamment la responsabilité du tuteur. Parce que pour la petite histoire, ça a commencé avec le fait qu'une tutelle a été mise en place, son père étant le tuteur, or son père elle avait des relations exécrables avec son père, d'où les problèmes que ça pouvait causer, et donc un mouvement de fans qui se sont regroupés autour d'un mouvement Free Britney, qui ont commencé à alerter l'opinion sur le fait que c'était peut-être pas juste qu'une personne atteinte d'un trouble psychique sévère soit finalement sous tutelle, et notamment sous tutelle de quelqu'un avec qui elle ne s'entend pas. Et donc finalement, alors non seulement il y a eu un engouement, on le voit, médiatique autour du sujet de la tutelle, mais aussi avec, alors on peut se dire, oh, bah, c'est juste dans la presse people, bah, pas tellement, puisque finalement, ça a permis une loi qui est à l'étude en ce moment à la Chambre des représentants, donc l'équivalent du Sénat aux États-Unis, qui s'appelle le Free Britney Act, qui en fait est du coup une loi qui est à l'étude pour permettre aux personnes sous tutelle de finalement pouvoir avoir un droit de regard sur leur tuteur, ce qui semble un droit quand même non négligeable, qui n'existait pas jusqu'à auparavant aux États-Unis et qui finalement est devenu un sujet de société et a commencé à intéresser l'opinion publique et donc le législateur suite à cette histoire de Britney Spears. Donc on voit que c'est des choses qui peuvent paraître comme ça de loin anodines, mais finalement qui ne le sont pas du tout. D'où l'idée d'utiliser alors la pop culture, la culture pop, la culture populaire. C'est vrai que c'est un concept qui est assez vaste. Si on prend par exemple une image très connue tous, vous l'avez sûrement reconnue, il s'agit de la Joconde, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, qui est probablement une des peintures les plus célèbres au monde. Donc la pop culture, elle va utiliser ce type d'image, d'icônes, de choses appartenant, on va dire, à la culture populaire, des références qui sont accessibles à tous, mais qui ne sont pas non plus la culture de masse, ce n'est pas que des références communes, puisque, on va le voir, dans la pop culture, il y a quelque chose de, on va dire, subversif en son sein. Si on continue avec cette icône de la Joconde, quelques siècles plus tard, le mouvement Dada, avec Marcel Duchamp, qui a choisi de grimer une carte postale de la Joconde. Alors, s'attaquer à un monument français, la grimer en plus en homme, vous voyez, lui a fait des petites moustaches, une petite barbe, et puis un allographe, donc c'est-à-dire un ensemble de lettres qui, si on les énonce à voix haute, donne un sens à cet acronyme. En l'occurrence, pour ceux qui auraient du mal à lire, il s'agit des lettres L, H, O, O et de la lettre Q. Donc, on se dit, bon, on est sur un humour un peu grivois. Est-ce que c'est vraiment de l'art? C'est une question qui a pu agiter l'époque. Et pourtant, si on étudie bien et si on reprend le contexte de ce ready-made, donc de cette œuvre d'art de Marcel Duchamp, lui faire des moustaches et une barbe, c'était pas totalement anodin, puisque à l'époque, il y avait énormément de théories, notamment des théories psychanalytiques, autour de l'orientation sexuelle de Léonard de Vinci, et donc de se dire finalement peut-être que Lisa Gherardini, en tout cas censé être le modèle de la Joconde, était peut-être un homme. Donc finalement, on voit que ça peut paraître anodin, un peu enfantin et puis superficiel, et finalement, ça permet de dire énormément de choses. Encore plus récemment, peut-être que certains d'entre vous la reconnaissent, il s'agit de la chanteuse extrêmement populaire Aya Nakamura, qui est la chanteuse francophone qui a le plus de succès au niveau mondial depuis Edith Piaf, donc c'est quand même pas rien,
et qui, elle aussi, a choisi, du coup, à moitié hommage, moitié peut-être moquerie, cette Joconde pour un symbole, on va dire, de quelque part de puissance ou de renommée. Donc, on va voir que la pop culture, ça va être ça, c'est prendre des icônes, prendre des images et leur faire dire autre chose. On va voir que cette pop culture, elle a des conséquences en psychiatrie, mais avant ça, on va voir qu'elle a des conséquences aussi dans le monde dans lequel on vit. Là, il s'agit de deux chanteurs américains extrêmement célèbres, Beyoncé et son mari Jay-Z, qui ont tourné il y a quelques années un clip dans le Louvre. Il faut savoir que l'année où le clip a été tourné, c'était en 2018, ça a été l'année où le Louvre a battu son record de fréquentation depuis l'existence de ce musée, lié du coup en partie, notamment cette suractivité, grâce à ce clip d'artistes afro-américains. Donc on voit bien que non seulement cette pop culture, c'est quelque chose de fréquent, de références communes, mais aussi qu'elle a un impact non seulement financier, puisque bon, si on avait demandé à des curateurs d'art quelle est selon eux la chose la plus, l'événement le plus important qui se soit passé dans le Louvre, pas certain qu'ils aient cité ce clip, et aussi du coup un impact médiatique et encore une fois financier, ce qui dans notre monde n'est pas anodin, puisque ça a été un des moments, un des records, et que en post-Covid, on se dit que ça va mettre quand même un certain nombre d'années avant que ce record soit battu, peut-être avec un autre clip d'une autre star, ça c'est une question. On évolue dans une société de l'image, on l'a vu, c'est des célébrités notamment américaines. Alors là, vous avez un des parangons de la pop culture, il s'agit de l'influenceuse Kim Kardashian, qui est célèbre parce que célèbre, donc c'est une sorte de chose qui s'auto-nourrit. Elle n'est pas célèbre parce qu'elle a chanté ou joué dans un film, elle est célèbre parce qu'elle est célèbre, et plus elle est célèbre, plus elle est célèbre. Bon, c'est comme ça. Elle a d'ailleurs signé là, son livre regroupant ses plus beaux selfies chez Rizzoli, qui est une maison de photos assez importante. Elle me dit oui, c'est très loin, c'est américain, c'est un peu n'importe quoi. Alors peut-être, mais ce personnage-là, probablement que vous le reconnaissez, il s'agit de notre président Emmanuel Macron, qui lui aussi s'est mis aux réseaux sociaux et notamment à la mode du selfie sur TikTok, notamment pour sensibiliser, c'est de trouver un peu un écho auprès des jeunes par rapport à la vaccination, qui montre bien qu'on peut se dire oui, c'est uniquement une société lointaine et superficielle américaine. Bon, on voit bien que ça diffuse un peu toutes les strates de la société, et que finalement, pour revenir à la psychiatrie, à la santé mentale, c'est probablement un des axes, une des questions qui vont être les plus, un des moyens en tout cas qu'on va pouvoir utiliser pour justement changer un peu le regard qu'on va porter là-dessus. Autre temps, autre mœurs. Là, il s'agit de, c'était en 2021, c'était la tenniswoman numéro 1 mondiale à l'époque, Naomi Osaka, qui a fait part de son choix, de sa décision de ne pas continuer la compétition de Roland-Garros par rapport à un problème de santé mentale, chose qui a été plutôt bien prise dans les médias, notamment internationaux, mais aussi français. C'est vrai que c'était il y a 2 étés, c'est pas si longtemps, et pourtant, si on se replonge, ne serait-ce qu'il y a une vingtaine d'années avant, au JO de Atlanta, on voit de la manière dont l'athlète Marie-Josée Pérec avait été traitée pour ne pas avoir participé à une compétition aux Jeux Olympiques. Elle a été pourchassée, elle a été vilipendée dans les médias. Tout le monde s'est dit mais comment elle ose faire ça à la France, ne pas participer à une compétition alors que ça a coûté cher, etc., qu'on l'attendait au tournant, etc., au JO de Sydney. On voit bien que finalement, la question de la santé mentale, elle évolue dans notre société, et notamment à travers ces images. Alors, on va commencer avec un des axes qu'on utilise et que j'utilise en conférence, mais aussi on va le voir à l'hôpital, qui va être celui de la fiction. Alors, quand on parle de fiction, de film et de santé mentale, c'est vrai que la référence la plus connue, la plus souvent citée, ça va être le film Voloti d'un nid de coucou. Alors, qui est un très beau film, hein, évidemment, qui a un sens poétique, politique, bon, qui est très un chef-d'œuvre. Si on regarde un peu l'image que ça peut donner de la psychiatrie, c'est quand même assez problématique. On voit que les patients sont là sans espoir de rétablissement, que
finalement un peu et fou qui veut, c'est-à-dire que certains patients, ou en tout cas personnes, font semblant d'être malades pour échapper, comme le personnage principal, à la justice. L'image des soignants, on en reparlera, elle est également problématique. Donc, ce n'est pas un film, je trouve, qui donne une image très positive. Et pourtant, il continue d'infuser l'imaginaire collectif, puisque moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à me poser des questions. C'était de garde aux urgences une jeune patiente atteinte de troubles bipolaires qui, finalement, était dans un état de crise suicidaire. Donc, je lui propose une hospitalisation de garde dans le service. Et elle me dit, mais non, je ne veux pas me retrouver dans, vous savez, le film là avec Jack Nicholson. Donc, ça m'a quand même surpris que quelqu'un de 19 ans puisse citer encore ce film. Si je vous demandais de me dire de quand date ce film selon vous, je ne sais pas si tout le monde a la notion que c'est un film aussi ancien, car du coup de 75, qui a plus de 45 ans. C'est un film, c'est assez étonnant de se dire que ce film continue de marquer autant les esprits, alors que des films de 75 que des vingtenaires peuvent citer, je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup. L'image de la psychiatrie et notamment des soignants, comme je le disais, elle peut être un peu compliquée. Alors, cette fameuse nurse Ratch, qui va être finalement globalement un peu une tortionnaire, hein, qui est assez sadique, très froide, maltraite plus ou moins ses patients, très rigide. Ça ne donne pas une image très positive. C'est encore là une figure de la pop culture, puisque Netflix a décidé de faire une série autour de cette personne, c'est le personnage de Nurse. Juste un instant, il y a quelque chose qui sonne. Pardon. Je disais donc ce personnage d'infirmière, où dans la série Netflix, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est devenue globalement aussi méchante. Donc on voit que c'est des images qui continuent d'infuser l'imaginaire collectif. Et pourtant, aujourd'hui, on a d'autres images, d'autres supports. Alors évidemment, en parlant de troubles bipolaires et d'addiction et puis de séries, c'est inévitable de parler de la série Euphoria, très inventive, très créative, où le créateur de la série a mis probablement beaucoup de son histoire personnelle, hein, puisqu'il était aussi il était concerné par les problèmes d'addiction et de troubles psychiques à l'adolescence. Une série qui est très belle, qui est très intéressante, qui montre, je trouve, très bien la question de l'addiction, de la rechute, de la comorbidité avec le trouble bipolaire, puisque le personnage de Roux a et un trouble bipolaire et un certain nombre d'addictions, avec une série qui est assez dure, hein, qui est une série sur des ados, mais je ne la conseillerais pas spécialement à des ados, notamment à des ados qui vont mal, hein, parce que c'est une série qui est assez lourde, assez complexe, et pourtant qui fait le tour de force de, je trouve, susciter beaucoup d'empathie envers ce personnage et d'être un des visages aujourd'hui actuels documentés et un support pour en parler de santé mentale. Puisque, par exemple, cette série est très populaire aujourd'hui aux États-Unis, aussi en France. J'ai pu, par exemple, animer une projection d'un épisode de la série dans le cadre à Sciences Po Paris, pour justement permettre de parler d'addiction, de mal-être, de troubles psychiques à l'adolescence et finalement chez les jeunes adultes. Autre série française, la série Mental, qui vient d'être disponible sur Netflix depuis, il me semble, aujourd'hui, qui était une série France Télé, qui montre que voilà, la France peut aussi avoir des séries portant sur la santé mentale. C'est un petit peu moins créatif peut-être et visuel, puis surtout moins de budget, hein, probablement, enfin, évidemment, que la série américaine. Ceci dit, elle est assez documentée, je la trouve intéressante, avec là aussi un personnage atteint de troubles bipolaires, mais pas que. Et puis, le blockbuster on peut dire du Covid, de l'année 2020, qui a eu sa deuxième saison qui est sortie cette année, la série En thérapie, qui alors montre bien un des aspects de la santé mentale, qui va être la psychanalyse. Évidemment, c'est sûr que cette série, elle porte sur la psychanalyse et pas sur l'ensemble de la santé mentale. C'est un type, évidemment, de thérapie. Ceci dit, c'est intéressant et je trouve que à la fois, c'est assez documenté. Et puis, il y a ce personnage principal qui, on va dire, est quand même très empathique et qui n'est pas dans les clichés habituels du psy un peu tortionnaire ou qui a un problème à régler, et avec quand même finalement beaucoup d'empathie pour ses patients,
qui, je trouve, et notamment a déclenché un certain nombre de volontés de commencer une thérapie, et notamment, ce qui est aussi assez important, ce qui marque un tournant, une série qui quand même a été le blockbuster de l'année sur Arte, alors que si on avait dit bon, une série sur sur la psychanalyse, c'était pas forcément évident que ça soit un blockbuster. Les séries, on va le voir, et les films ont aussi des répercussions dans la vraie vie. Là, il s'agit de la série Certain Reason Why, toujours sur Netflix, dans lequel, dans la première saison, il y avait un geste suicidaire qui était montré de manière assez crue. Et ensuite, les 13 épisodes tentaient d'expliquer pourquoi la personne avait mis fin à ses jours. Cette série, ça a sorti d'une augmentation du nombre de suicides chez les adolescents américains, avec beaucoup plus de recherches sur Google. On pourrait dire, bon, c'est la catastrophe, certes, c'est grave, évidemment, et heureusement, il y a eu des études dessus. Netflix a réagi en coupant la scène incriminée et surtout en assortissant la série d'épisodes en plus où les acteurs parlent de leur santé mentale, parlent de ce que ça leur a fait de jouer telle ou telle personne, de jouer une personne atteinte d'addiction, une personne atteinte de troubles bipolaires, une personne victime de violences sexuelles. Donc, avec vraiment quelque chose de très didactique et aussi l'annonce de messages de prévention assortis à chaque épisode, dictés par les acteurs de la série, qui, je trouve, est une bonne manière finalement de faire de la prévention sur un sujet qui, encore une fois, n'est pas évident et a trop longtemps été tabou. Alors, les films, on a vu, ils peuvent avoir des conséquences. Ils ont également une utilité. C'est quelque chose qu'on utilise, nous, à l'hôpital Saint-Antoine, où j'exerce, où, en fait, on a un groupe de psychoéducation, donc donner des informations et des conseils pour mieux vivre avec le trouble et faire en sorte que le trouble ait moins de place dans la vie de la personne concernée et soit maîtrisé. Et on a assorti ça d'une séance spéciale. On a utilisé une architecture assez classique et celle d'un programme qui existe, qu'a écrit un psychiatre qui s'appelle Christian Gay. On a assorti une des séances d'un peu de pop culture, en l'occurrence du visionnage d'un film. En alternant, ça peut être Happiness Therapy, qui est vraiment un des premiers films sur le trouble bipolaire qui non seulement a été assez juste dans sa manière et assez documenté de montrer le trouble bipolaire, mais aussi qui a été un vrai succès à la fois public et aussi au box-office, ce qui n'est quand même pas rien, encore une fois, pour un film parlant de santé mentale où l'essentiel de la série se passe en dehors de l'hôpital, enfin du film, pardon, se passe quasiment exclusivement en dehors de l'hôpital, avec cette idée de rétablissement de ce qui se passe après. Je trouve que là-dessus, c'est un film qui est très intéressant. On regarde également Mr. Jones, qui là est un film un peu plus ancien, dans les années 80, où Richard Gere joue un patient atteint de trouble bipolaire, qui est au niveau sémiologique est aussi très intéressant. L'idée du film, c'est de voir déjà si les personnes ont pu identifier des symptômes qu'on a vus dans les sessions précédentes, et puis surtout de voir si le film peut être un bon moyen de parler du trouble bipolaire à leur entourage. Ce programme a montré une amélioration de l'observance et des croyances envers les médicaments. C'est une étude qu'on a fait, une thèse de médecine à partir des données sur les 4 premiers groupes, il me semble. Là aussi, bien évidemment, je passe assez rapidement, mais l'idée, c'est qu'on puisse en parler lors de l'échange après la conférence. On parle également de cinéméducation, un mot valise pour dire qu'en gros, on utilise les films pour faire de la sémiologie, notamment auprès des étudiants en médecine. Il y a 2 enseignements auxquels je participe à Sorbonne Université où on utilise ces films. Là, en l'occurrence, je vous ai mis un très beau film sur l'addiction qui s'appelle Oslo 31 août, mais également pour le trouble bipolaire. Je sais qu'on a déjà regardé les 2 films que j'ai cités précédemment, ou Daddy Cool, qui est un autre film. L'idée étant qu'à la fois on cherche des films qui soient de bonne qualité pédagogique, où les symptômes sont bien montrés, mais aussi avec un intérêt cinématographique qui permet aussi aux personnes de se projeter. Par exemple, le film Oslo 31 août, c'est un film qui, je trouve, permet vraiment d'avoir une empathie pour ce personnage et de comprendre, en tout cas, d'essayer d'imaginer, de ressentir ce que peut ressentir une personne en situation d'addiction, notamment lors de sa sortie, parce que c'est ça le pitch, là aussi on pourra en reparler.
Et c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, que je fais aussi, que j'anime avec un ciné-club au Brady, pour ceux qui sont à Paris. C'est une fois par mois. Hier, c'était le film Swallow qu'on a regardé. Il y a eu beaucoup de monde. C'était un très beau film, très intéressant sur la maladie de Pica. Bon, on s'éloigne un peu du sujet. Le prochain, c'est Tully, qui est un film de Jason Reitman autour du postpartum, qui est aussi un des sujets qui est toujours très intéressant et qui est un très beau film. Donc là aussi, pour ceux que ça intéresse, on pourra en reparler par la suite. L'autre question, quand on parle de pop culture, on a dit un mot tout à l'heure de Britney Spears, c'est des liens entre célébrité, créativité et santé mentale. Alors déjà, définir la créativité, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Si on prend par exemple une artiste musicale, est-elle créative? Alors si on prend Britney Spears, qui là avait fait une petite peinture, bon, on n'est pas face à du Van Gogh, quoi qu'il y a peut-être une inspiration un peu de la nuit étoilée. Toujours est-il que définir la créativité, c'est déjà une vraie question. Alors la créativité, une des définitions qui fait consensus, c'est finalement de trouver des solutions inédites à un problème avec quelque chose qui se concrétise par la suite. Donc, on voit qu'on peut être créatif sans être forcément artiste, là où il y a souvent une confusion sur le sujet. Au niveau des liens entre célébrité et créativité, est-ce que finalement les personnes célèbres ont plus de troubles psychiques parce qu'elles sont plus créatives ou est-ce que c'est parce qu'elles sont célèbres qu'elles ont plus de troubles psychiques? C'est une question qui est assez complexe. Je vous conseille d'ailleurs le livre de Raphaël Gaillard sur le sujet, qui est très érudit, très documenté. Globalement, on a l'impression qu'il y a ce risque, notamment parmi les métiers artistiques, où ils ont plus de risques de développer un trouble psychique, notamment tout ce qui va être les addictions, avec toujours cette question de peut-être surreprésentation de troubles bipolaires. Ce qu'on sait, et ça c'est assez récent et qui est assez fascinant, c'est que parmi l'entourage des personnes atteintes de troubles bipolaires, on va retrouver plus de personnes exerçant un métier artistique ou créatif. Donc c'est une des données qui est assez récente, qui a été faite sur des quantités astronomiques de personnes, avec bien sûr des limites. Ce n'est pas parce qu'on a un métier d'expert comptable qu'on n'est pas créatif. Ceci dit, c'est sûr que dans ces études, ils ont regardé les musiciens, les peintres, les artistes, etc. Donc forcément, on se dit que c'est des métiers qui, par essence, ont quand même une fibre artistique et qu'on retrouve vraiment plus souvent parmi l'entourage des personnes atteintes de troubles bipolaires. Alors, on l'a vu, il y a des liens qui sont assez anciens, hein, cités tout à l'heure sous la forme de la blague Van Gogh. On peut évidemment citer Garouste également, qui fait l'objet d'une rétrospective au centre Pompidou. Il y a quelque chose qui est plus récent que finalement ces liens entre folie et créativité. C'est finalement le fait qu'aujourd'hui, lorsque une personne et un artiste parlent de son trouble bipolaire, ça va avoir énormément de conséquences. Là, je vous ai mis toujours le Google Trends. Cette fois, c'est le mot trouble bipolaire aux États-Unis depuis les 5 dernières années. Et alors, ce qu'on voit, c'est que le premier pic d'intérêt autour de la question, c'est le moment où la chanteuse Mariah Carey a parlé de son trouble bipolaire. Le deuxième moment, c'est le moment où le rappeur Kanye West s'est lancé dans une course à la présidentielle, probablement dans un moment de détresse psychique, puisqu'il a tenu des propos très alambiqués. D'ailleurs, sa femme de l'époque, Kim Kardashian, dont on a parlé tout à l'heure, a demandé justement un peu d'intimité par rapport à son trouble bipolaire et le fait qu'il ait eu un comportement qui soit, on va dire, hors de contrôle. Donc, on voit que tout ça va avoir des conséquences et que finalement, lorsqu'une célébrité parle de son trouble bipolaire, c'est un des moments dans lesquels on va le plus en parler dans notre société. C'est ce qu'on appelle l'Angelina Jolie effect. Rien à voir avec le rôle dans Marvel, dans le dernier Marvel, dans lequel elle joue quelqu'un qui aurait un trouble psychique, bon, mais c'est surtout le fait que lorsque l'actrice a parlé de sa mutation, qui l'expose à un très haut risque de cancer du sein, et du coup de son choix personnel d'accepter un traitement par mastectomie, donc on lui a enlevé les 2 seins, traitement qui est loin d'être anodin, notamment pour une femme de cet âge-là et avec
une actrice hollywoodienne qui symbolise quand même le glamour, etc. Et suite à ça, ils ont montré qu'en oncologie, notamment en oncologie du sein, donc tout ce qui est les traitements de cancer du sein, il y a eu une acceptation de la mutation, enfin du dépistage de la mutation, et aussi une acceptation du traitement. Dans les suites de cette prise de parole, encore une fois, on voit que ça a un impact quand même assez majeur, puisque c'est vraiment loin d'être un traitement anodin. Donc, lorsqu'une célébrité du coup, parle d'un problème de santé, on parle d'Angelina Jolie Effect. C'est ce qu'on appelle également, dans le cadre de la santé mentale, le coming out. On peut dire que Mariah Carey a fait son coming out du trouble bipolaire. Le terme de coming out, on le connaît surtout pour l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, mais finalement, il est aussi utilisé aujourd'hui pour tout ce qui va être discrimination non visible, à la différence, par exemple, de la discrimination pour l'origine ethnique. C'est vrai qu'on ne fait pas un coming out de personnes racisées, par exemple, tout simplement parce que c'est quelque chose qui va être visible. Dans le cadre d'un trouble psychique, c'est quelque chose qu'on peut décider ou pas de déclarer à certains moments ou pas. Et donc, c'est pour ça qu'on parle du terme de coming out. Et on sait aujourd'hui que c'est un des moyens non seulement les plus efficaces pour qu'on parle de la maladie, pour les célébrités, mais finalement, pour tout un chacun, c'est le moyen le plus efficace de changer les représentations du grand public et de l'entourage vis-à-vis d'un trouble. C'est-à-dire parler finalement et dire, voilà, en fait, j'ai un trouble bipolaire. Lorsque ça touche quelqu'un de connu de l'entourage, et bien finalement, c'est là où ça va changer le plus tous les stéréotypes sur la maladie. Ceci dit, on voit bien, et c'est une étude qu'on a fait dans le service, qui est pas simple, on voit bien que ce n'est pas simple, puisque à la différence d'un cancer, par exemple, où personne va remettre en question, personne n'a remis en question la mutation d'Angelina Jolie, lorsque Mariah Carey a parlé de son trouble bipolaire sur les réseaux sociaux, enfin, dans la suite de la une du magazine People dont je vous ai parlé, il y a eu, on a étudié les réactions sur les réseaux sociaux. Il y avait des messages de soutien, des messages de fans, mais il y avait quand même 15% de messages stigmatisants. Et moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que ce que les personnes lui ont reproché à Mariah Carey, entre guillemets, c'est des choses que pas mal de personnes atteintes de troubles bipolaires que je suis en consultation ont pu me dire, c'est-à-dire me rapporter via leur entourage, c'est-à-dire elle fait ça pour façon intéressante, c'est pas une vraie maladie, si elle se secouait, ça irait, ou alors des choses plus par rapport à sa carrière. Ah bah je le savais parce que elle avait agi de telle manière dans un show il y a 10 ans, pour des choses qui n'avaient rien à voir avec le trouble bipolaire. Ou tout simplement, elle fait ça pour se faire de la pub, pour relancer sa carrière. Comme si finalement annoncer un trouble était, alors notamment, on sait pour une célébrité, à moins de relancer sa carrière, mais encore plus quelque chose de totalement injuste quand on sait qu'aujourd'hui, même si à titre personnel et scientifique, on ne peut que conseiller le coming out, dans la réalité, on sait bien que c'est aussi s'exposer à de la discrimination, voire à des préjudices, notamment dans le milieu du travail, et que donc c'est une décision qui est avant tout personnelle et qui peut avoir également des conséquences négatives. Bien sûr, on peut le regretter, mais on ne peut pas non plus le nier. Aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment un engouement, notamment aux États-Unis. Là, je vous ai mis une photo de la jeune actrice et chanteuse Selena Gomez, qui, elle, se définit autant aujourd'hui comme une chanteuse que comme une activiste de la santé mentale. Elle est atteinte d'un trouble bipolaire, elle en a beaucoup parlé, et d'ailleurs, elle va faire l'objet d'un documentaire sur Apple TV qui va sortir le mois prochain, où justement, elle va parler à la fois de son lupus, maladie auto-immune dont elle est atteinte, et de son trouble bipolaire. Donc, on voit bien qu'elle met les deux sur le même plan et c'est là aussi quelque chose que je trouve assez intéressant. Alors, quels impacts finalement de toutes ces prises de parole? On va voir que c'est des choses qu'on a pu étudier là aussi, nous, dans le service, de dire finalement à quel moment qu'est-ce qui peut finalement faire évoluer les représentations. Alors, notamment, c'est des études qu'on a fait chez les étudiants infirmiers, qui appartenait à Sorbonne Université. Donc, on a mesuré, on a divisé ça en 4 groupes, les étudiants infirmiers. Un groupe avait une formation théorique, l'autre avait un stage en service de santé mentale, de psychiatrie. Le troisième avait les deux, et le quatrième était le groupe témoin. Donc, on n'avait ni l'un ni l'autre. Ce qu'on a vu, et ce qu'il faut savoir, c'est que
ces études ont été vraiment, la formation et le stage en psychiatrie n'étaient pas spécifiques. Ce n'était pas une formation sur la stigmatisation, ce n'était pas non plus un stage de déstigmatisation. C'était vraiment le stage classique que les étudiants pouvaient avoir dans le cadre de leur cursus, et la formation également, c'était la même. Ce qu'on a montré, c'est que pour améliorer la représentation, en l'occurrence c'était de la dépression et des antidépresseurs, il fallait une association de l'expérience, c'est-à-dire d'une rencontre auprès des patients, et de connaissances. Donc les deux sont indispensables. Et finalement, la connaissance, ça peut passer probablement par la pop culture. L'expérience, ça peut passer aussi, alors dans l'idéal par quelqu'un qu'on connaît, mais aussi peut-être par cet aspect de célébrité, ce qui fait que c'est quelque chose, je pense, d'assez important et essentiel, et que c'est vraiment une manière de faire évoluer justement ces représentations et de enfin sortir de cette stigmatisation. Aujourd'hui, on a vu, il y a beaucoup d'exemples américains. Pourtant, les choses commencent à évoluer. Alors, on a quelques personnes qui ont parlé de troubles bipolaires. C'est vrai qu'il y a le peintre Garouze qui en parle de manière très intéressante, notamment quand il dit que finalement, il ne peint jamais aussi bien que quand il va bien, et qu'à l'inverse de cette idée très longtemps diffusée par un certain côté romantique associé aux troubles psychiques, il dit que dans les moments d'accès maniaque, par exemple, ce n'est pas du tout les moments dans lesquels il peint le mieux. Au contraire, il dit que souvent, c'est un travail de moins bonne qualité. Également, dans les moments de dépression, ce n'est pas des moments qui sont propices à la création. Là aussi, une autre célébrité française, Emmanuel Carrère, le dit très bien également, qui est aussi atteint d'un trouble bipolaire, que finalement, l'écriture, la création, c'est quelque chose qui est extrêmement, exigeant, et que finalement, ce n'est pas du tout des moments dans lesquels on écrit bien. Le lien avec l'addiction, et notamment les substances, il peut se voir aussi dans la créativité. Encore une fois, on en parlera plutôt pendant l'échange de ces liens-là, mais c'est vrai que certains patients, notamment des patients artistes, peuvent dire que justement, ils vont utiliser aussi les substances pour quelque part alimenter, avoir l'impression d'alimenter cette créativité, avec bien évidemment un risque d'autant plus élevé, alors pour tout le monde, mais d'autant plus élevé dans le cadre du trouble bipolaire, puisque on sait que les substances peuvent déclencher les accès maniaques, et que vont aussi masquer quelque part un peu les symptômes. Donc c'est quelque chose qui va finalement déséquilibrer le trouble. Tout ça sans que finalement les études montrent que les substances soient associées à plus de créativité, d'où l'idée de faire attention à la fois aux troubles bipolaires et évidemment aux addictions, avec des comorbidités qui sont importantes, puisqu'on sait que c'est une personne sur deux atteinte de trouble bipolaire qui va avoir une addiction au cours de sa vie. Donc, parmi les exemples français, en l'occurrence, là, il s'agit de Stromae, lui qui a surtout parlé de ses idées suicidaires, pas de troubles bipolaires, au journal de TF1, qui a été quand même, là aussi, à la fois un grand moment médiatique, mais aussi et surtout un moment qui a augmenté le nombre d'appels au 3114, le numéro de la ligne anti-suicide que je vous conseille et reconseille, c'est-à-dire que c'est un numéro de prévention suicidaire qui n'existait pas jusqu'auparavant dans tous les pays, enfin dans beaucoup de pays, mais pas en France. Ça fait depuis 1 an qu'il existe, c'est vraiment une ressource à utiliser, à connaître, et finalement, sans en avoir parlé, pendant le JT de TF1, enfin, sans avoir parlé du numéro, le fait qu'il aborde ces idées suicidaires a été assorti de plus 10 à 20% d'appels, ce qui montre encore une fois l'impact important de ces prises de parole sur la santé mentale. Alors, et ça va être l'ouverture. Ah bah oui, je suis allé assez vite. Bon, parfait, on aura plus de temps pour les questions et les échanges qui, j'espère, sont nombreux. Quand on parle de finalement ce pouvoir de l'image, le pouvoir finalement de changer aussi les représentations, il y a un exemple que j'aime bien citer, c'est celui de la paléontologie. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de découvertes en paléontologie que finalement aujourd'hui. Alors pourquoi? Eh bien, la réponse, elle est là, devant vous, un petit indice, c'est le film Jurassic Park. C'est-à-dire que le film Jurassic Park est un film
très, on va dire, fictif, hein, où l'idée étant qu'ils arrivent à ressusciter les dinosaures, a complètement changé la manière dont la paléontologie et les paléontologues ont été perçus dans la culture générale, dans l'opinion publique, ce qui fait qu'il n'y a jamais eu autant de vocation de jeunes paléontologues, il n'y a jamais eu autant de succès des études de paléontologie, ce qui aujourd'hui se traduit par beaucoup plus de recherche et donc beaucoup plus de découvertes dans ce secteur très spécifique qui, évidemment, autant alors sur la santé mentale, on peut dire oui, il y a plein de facteurs qui peuvent faire que, bon, là, la paléontologie, il n'y a pas eu d'autres facteurs qui peuvent expliquer là, cet intérêt récent, puisque les fossiles étaient là depuis des dizaines de millions d'années. Donc, l'idée et l'ouverture, c'est est-ce qu'on aura un jour un Jurassic Park de la psychiatrie, de la santé mentale? C'est un peu ce que je nous souhaite, puisque, on le sait, c'est une spécialité qui est assez peu choisie, il y a un déficit de psychiatres, or tous les postes ne sont pas pourvus, notamment auprès des jeunes, notamment pour des questions de stigmatisation. C'est aussi pour ça que ce combat me tient à cœur, et je pense qu'il y a vraiment un effort à faire au niveau de l'image, de la représentation, pour là aussi finalement à la fois faire qu'il y ait plus de psychiatres, ce serait déjà pas mal, mais aussi plus de recherche et plus de découvertes concernant le trouble bipolaire, mais aussi l'ensemble des maladies. Une petite autoréclame, entre guillemets, comme on dit. On a fait dans les suites de Pop Epsi un festival, le festival Pop Epsi. La première édition, c'était il y a une dizaine de jours, c'était à Paris au Grand Contrôle. Là aussi, on pourra en parler pendant les échanges si vous voulez. On a eu plus de 10 000 personnes au cours du week-end et on a pu là aussi mêler à la fois des concerts d'artistes, des DJ sets, mais aussi des conférences, des ateliers, notamment sur le trouble bipolaire, sur les addictions. Donc là aussi, je serais tout à fait preneur de vos questions ou vos réflexions sur le sujet si ça vous intéresse pendant la discussion. Donc voilà un peu ce dont je voulais vous parler dans les grandes lignes. Comme je vous le disais, l'idée étant il me semble de présenter un peu mon travail et ces questions qui m'animent beaucoup. S'il y a des questions plus cliniques, je pense que ce sera bien que ce soit justement un peu plus au cas par cas, puisque que ce soit l'addiction ou le trouble bipolaire, c'est des choses qui sont assez vastes. Et donc, je pense qu'en manière d'avoir des réponses, c'est que les questions soient les plus précises possibles. Dans le cadre de Culture Pop Epsi, j'ai donc écrit 2 livres, Pop Epsi sur la santé mentale en général, Addict sur les addictions. Et puis pour ceux que ça intéresse, vous pouvez suivre tout ça sur les réseaux sociaux, sur Culture Pop Epsi, que ce soit Facebook ou Instagram. C'est là que je mets quand il y a justement un ciné-club ou des conférences, etc. Merci beaucoup pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup de cet exposé extrêmement intéressant, résolument moderne, à part Vol au-dessus d'un nid de Voilà. coucou, et quand même les dernières séries, enfin il faut avoir Netflix et les séries télévisées qui sont effectivement de plus en plus intéressantes, et qui, enfin, il y a aussi des choses qui sont parfois exagérées ou mal foutues et tout, mais tout ce que vous avez cité, pour ce que moi j'en connais, c'est tout à fait remarquable. Enfin, je trouve c'est remarquable. Voilà. Alors, je dois dire que nos spectateurs ont été un peu surpris parce qu'ils s'attendaient à peut-être, bien que le titre n'était sans équivoque, hein, mais il y avait aussi les addictions. Donc, nous n'avons pas beaucoup de questions. Néanmoins, ils vont sûrement se réveiller. Blandine, Oui, elle m'a abandonnée traîtreusement. Bon, oui, alors on a reçu des questions via notre site, donc avant la conférence. Donc la première question, c'était est-ce qu'une addiction peut déclencher une maladie bipolaire? Une addiction peut, une substance plutôt, peut effectivement décompenser, notamment sur un versant maniaque, et donc faire une découverte du trouble bipolaire.
On va le voir avec surtout les substances psychostimulantes, donc par exemple la cocaïne, qui va finalement pouvoir allumer quelque part le trouble bipolaire. C'est vrai également pour le cannabis, et avec un lien qui n'est pas simple, parce que non seulement les substances vont modifier les symptômes, les substances font aussi que c'est plus difficile de poser le diagnostic, parce que quelqu'un vient dire, bah voilà, pendant une semaine, j'étais en vacances, j'ai très peu dormi, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait beaucoup la fête, et en même temps, on lui dit, est-ce que vous avez pris des choses? Oui, je prenais de la cocaïne tout le temps. Bah, c'est difficile de du coup déceler le trouble bipolaire derrière, et ensuite, on sait que ça va plutôt aggraver le trouble bipolaire et aggraver l'évolution du trouble. Donc, pour le coup, effectivement, ça va être quelque chose, c'est pour ça qu'on parle de double diagnostic aujourd'hui, c'est-à-dire quand on a et un trouble psychique et une addiction à côté. D'accord, merci beaucoup. On a eu des questions d'Amandine, plusieurs questions. La première, c'était concernant la prise en charge par un addictologue. Existe-t-il un annuaire pour trouver un professionnel spécialisé? Alors, un annuaire national, je ne crois pas. Ceci dit, c'est presque plus simple de trouver un addictologue qu'un psychiatre, dans le public notamment, puisqu'il y a le système des ELSA, donc ELSA, où vous pouvez du coup rechercher. Alors, je crois qu'il y a un répertoire, je crois que c'est France Addiction qui le fait de tous les ELSA. Et à la différence du système des CMP, des centres médico-psychologiques, les ELSA sont non sectorisés. Donc, c'est possible de consulter dans un ELSA, pas forcément le plus proche de chez soi, mais aussi, bien évidemment, il y en a partout sur le territoire. Donc, il y a cet accès-là, mais aussi l'idée de se dire qu'il y a certains XAPA qui vont être spécialisés, par exemple, par rapport aux addictions comportementales, comme le jeu ou le sexe. D'autres qui vont être spécialisés sur la question de l'alcool, d'autres plutôt pour les jeunes. Donc, il y a vraiment tout un éventail de solutions qui existent dans ces XAPA, dans lesquels il y a des addictologues, mais aussi des infirmiers, des psychologues, des psychomotriciens, etc. Alors, j'ai une question un petit peu longue enfin, je vais mettre Tissot, qui nous précise, j'ai oublié de préciser que je suis acteur et j'ai 53 ans. Alors, je vous lis sa question. Je suis en suivi psychiatrique avec un médecin parisien depuis plusieurs années, sous anxiolytique, traité pour stress post-traumatique suite à des viols à l'âge de 11 ans. Alors, il prend un cocktail de vinlaxlacine, niacérine, alprazolam en prise quotidienne et je dois témoigner de l'efficacité de ces molécules. Je consomme du THC au quotidien, alterné avec du CBD et surprise, l'image me soigne énormément. Je peux donc témoigner de cet outil génial. Je travaille, quel progrès ont fait les sels de lithium? Ça, c'est la question subsidiaire. Voilà. Alors, du coup, la question, c'est plutôt par rapport au lithium, c'est ça? La question, c'est aussi, il consomme, si j'ai bien compris moi, mais j'interprète peut-être aussi, bon, il trouve que ces molécules sont très efficaces, mais il consomme aussi du THC au quotidien, alterné avec du CBD. Alors, il faut vérifier parce que dans la liste, il me semble que vous avez cité, il n'y a pas de traitement régulateur de l'humeur. Donc, pour oui, il y a la flaxacine, niacérine et alprazolam, c'est de la dépression. C'est ça, qui sont deux antidépresseurs et un anxiolytique. Donc, ça ne ressemble pas trop à un traitement de trouble bipolaire, en tout cas d'une manière comme ça un peu générale. Ensuite, le THC, plutôt on évite dans le trouble bipolaire parce que ça va vraiment aggraver les symptômes et finalement avoir toutes les conséquences négatives du cannabis, notamment le ralentissement, la perte cognitive, etc. Donc, avec un cerveau qui est fragilisé par le trouble bipolaire, c'est sûr que c'est vraiment plutôt quelque chose qu'on évite. Le CBD, pour le coup, pourquoi pas? C'est un bon anxiolytique et il n'y a pas les effets négatifs qu'on retrouve dans le THC. Donc ça, c'est pour une première chose. Et les progrès de sel de lithium, disons que le lithium reste aujourd'hui le traitement le plus efficace qui existe pour équilibrer le trouble bipolaire. On va dire que les progrès, malgré les effets secondaires qu'ils ont, les progrès, c'est qu'on a beaucoup plus de recul puisque ça existe depuis les années 70, donc on a énormément de recul sur ce traitement, on sait très bien le surveiller, on peut faire des tests sanguins, des glycémies très facilement dans tous les laboratoires d'analyse, et
finalement, on a du recul par rapport à son usage. Donc, c'est plutôt là qu'on va avoir on va dire, des progrès récents, plus que sur une galénique ou pour l'instant, il n'y a pas de lithium, par exemple, injectable qui serait une piqûre tous les 3 ou tous les 6 mois ou d'autres choses à ce niveau-là. Une autre question de Yasmina sur le cannabis. Que pensez-vous du CBD en alternative au cannabis? Ça marche plutôt bien, notamment pour les symptômes de rebond. Donc, quand on arrête le cannabis, souvent, il y a une insomnie, il y a une anxiété. Donc, finalement, ça marche plutôt bien, notamment parce que dans toute addiction, il y a une part liée à la substance. Il y a aussi une part liée au geste, au rituel, un conditionnement. Et du coup, c'est vrai qu'avec le CBD, il peut y avoir la fumée, par exemple, ou le goût, l'odeur, etc. Donc, c'est une substitution qui est assez intéressante, qui ne fait pas encore l'objet d'assez d'études pour que ce soit recommandé et prescrit de manière médicale, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant. Blandine? Oui, j'ai une question sur l'alcool. Quelle est la limite à l'addiction et comment la prévenir? Quelle est, pardon? La limite à l'addiction D'accord. et comment prévenir cette addiction? On va dire qu'il y a addiction à partir du moment où il y a une perte de contrôle vis-à-vis du comportement et que le comportement se maintient malgré le fait qu'il y ait des conséquences négatives. Donc, il y a ces 2 critères-là. Après, il y en a d'autres. Il y en a 11 qu'on utilise dans le DSM, donc un des ouvrages de référence qu'on utilise. Mais c'est que ces 2 critères-là sont déjà des critères qui sont intéressants pour se questionner par rapport à sa consommation. Et finalement, c'est le test que je dis de faire à tous les patients, c'est si il y a une consommation qui est régulière, voir est-ce qu'ils arrivent, est-ce que c'est possible d'arrêter, de ne pas consommer un week-end, une semaine ou un mois. C'est à eux de voir un peu comment ils peuvent situer ça. S'ils y arrivent, il n'y a pas de perte de contrôle vis-à-vis de la consommation. Donc, ça peut être une consommation trop importante, mais pas forcément d'addiction. Si en revanche, c'est impossible et trop compliqué, là, on sera plutôt sur de l'addiction, effectivement. D'accord, merci. Bon, une question de Mélanie. Bonjour, qu'en est-il des effets des substances addictives non psychoactives, par exemple le café, le sucre, sur la maladie des personnes touchées par les troubles bipolaires? Quels impacts? C'est une bonne question. Alors effectivement, les substances psychoactives non addictives, comme celle qui était citée, la caféine, on considère que c'est des bonnes addictions, entre guillemets, dans le sens où en fait le corps humain a une certaine tolérance, non seulement parce que quand on prend trop de café, finalement, il y a une saturation des récepteurs et donc en général, on a assez vite la nausée, des palpitations, le cœur qui bat vite. Donc finalement, il y a rarement des surdosages en caféine. À l'arrêt du café, les symptômes, ça va être en dehors un peu de fatigue. Finalement, ça va être assez modéré. Donc, il n'y a pas d'augmentation de la consommation, etc. Donc, c'est finalement une bonne addiction. Je ne saurais pas honnêtement dire s'il y a vraiment des travaux au niveau du trouble bipolaire sur le lien avec la caféine. Je réfléchis. Le sucre non plus, parce que le sucre, en plus, c'est pas vraiment considéré comme une addiction. Par contre, avec, pour le coup, tout ce qui va être hyperphagie, trouble du comportement alimentaire, là, effectivement, on sait qu'il y a un lien, il y a un surrisque. On va retrouver plus de troubles boulimiques, par exemple, parmi les personnes bipolaires que dans la population générale. Blandine? Oui, j'ai une question que je vous lis. Quand on parle d'addiction liée aux troubles bipolaires, on pense à l'alcool et aux drogues, mais peut-on ajouter les addictions à la nourriture, donc on vient d'en parler, aux jeux, au sexe et aux achats? L'addiction à la nourriture avec obésité qui s'ensuit et le diabète et autres risques cardiovasculaires, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des manifestations maniaques? Comment faire la part des choses? Alors, c'est une très bonne question, c'est pas toujours évident. On va considérer en fait que les phases de manie, on peut pas poser de diagnostic d'addiction juste sur une phase de manie, parce que la phase de manie elle va durer quelques jours, quelques semaines maximum.
Or, l'addiction, un des critères qu'on va utiliser dans le DSM, c'est en général une consommation qui évolue depuis au moins 1 an. Donc, si si la consommation de substances, elle a lieu uniquement pendant l'accès maniaque, ça ne va pas tenir la route, ce ne sera pas une addiction. On sait qu'il y a plus de consommation, que ce soit d'alcool, toute substance, mais aussi effectivement le rapport à l'appétit, aux achats, au sexe également, vont être modifiés pendant l'état maniaque, mais finalement, pour poser le diagnostic d'addiction, ce sera en dehors des états maniaques. Alors, j'ai un jeune homme, je suppose, enfin, j'en sais rien. Bonjour, j'ai 28 ans, j'ai un trouble de la personnalité borderline. Mon traitement est Tegretol, venlafaxamine, tertian, Valium. Je consomme également, alors je ne sais pas ce que c'est, de GBL et de la kétamine. Est-ce dangereux de mélanger ces substances avec mon traitement? Oui, c'est dangereux. Alors, pas spécialement. GBL, c'est quoi? GBL, c'est en fait le précurseur du GHB. Donc, qui est un traitement qui est de plus en plus utilisé à visée festive ou sexuelle, notamment à Paris, mais ailleurs aussi, et notamment parmi la communauté homosexuelle, ce qu'on appelle le chemsex. Oui, c'est dangereux, notamment parce que c'est surtout dangereux vis-à-vis de, ça va rendre le traitement inefficace globalement, ça va perturber l'équilibre du trouble bipolaire, plus que par une interaction directe liée aux médicaments. C'est des substances qui sont assez récentes, entre guillemets, il y a peu d'études, donc on ne sait pas quel impact ça a vraiment sur le traitement lui-même, mais ce que je constate parmi mes patients, c'est que, quand il y a une consommation, souvent, le traitement n'est pas pris parce que les personnes pensent à autre chose que prendre leurs médicaments, donc ça va perturber le cycle. On sait également qu'une des pierres angulaires de la stabilité dans le trouble bipolaire, ça va être le sommeil. Donc, en général, qui dit prise de toxiques fait que le sommeil va être moins bon, pas respecté, etc. Donc, c'est sûr que c'est un gros facteur de risque de décompensation du trouble bipolaire. Merci. Une autre question sur l'addiction à la nourriture. Est-ce qu'une addiction à la nourriture avec obésité bénéficie d'une prise en charge spécifique dans les centres experts? Pas tellement, parce qu'on ne définit pas aujourd'hui d'addiction à la nourriture. On va considérer que l'obésité, par exemple, est une maladie de la nutrition, pas psychiatrique. Donc, il faut une prise en charge nutritionnelle avant tout. S'il y a des crises d'hyperphagie avec ou sans vomissement, là, on est sur un trouble du comportement alimentaire. Et effectivement, ça peut être pris en charge en centre expert, mais soit centre expert bipolaire, mais souvent centre expert plutôt trouble du comportement alimentaire, avec certains psychiatres qui sont un peu spécialisés sur les deux. Mais c'est vrai que c'est une comorbidité qui est assez fréquente. J'ai une question de Mathieu. Merci pour l'exposé. En ce qui me concerne les films, je voulais signaler Daddy Cool avec Marc Ruffalo. À part cela, avant la pop culture, que pensez-vous des diagnostics rétrospectifs, Churchill, Van Gogh, Nietzsche? Est-ce que ça tient la route? Est-ce qu'on plaque des idées contemporaines sur des figures du passé? C'est une bonne question. C'est sûr que c'est un peu étonnant de réussir à faire des diagnostics de manière rétrospective, rien que Van Gogh, c'est toujours la question, est-ce que c'était un accès maniaque, etc. Bon, avec des sources, comment dire, historiques, certains de mes confrères y arrivent. Bon, ce que ça permet de rappeler, c'est que, parce que c'est une des critiques qui est faite aussi au trouble bipolaire, c'est une mode, etc. Bon, ça a toujours existé. Finalement, c'est décrit depuis l'Antiquité, le trouble bipolaire, donc ce n'est pas quelque chose qui est récent et il n'y a pas une inflation des diagnostics uniquement liée à happiness therapy ou à des célébrités qui en parlent, évidemment. Donc ça, c'est important de le noter. Après, ça peut être intéressant, on va dire, intellectuellement, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que comme le disait le commentaire, la définition même du trouble bipolaire, elle évolue au cours il y a 20 ans, elle a évolué quand on est passé de la psychose maniaco-dépressive au trouble bipolaire. Donc, ça touche un peu à sa limite. Mais probablement qu'on retrouve les mêmes symptômes, même s'ils vont être codés un peu culturellement différemment.
je donne la question de Julien qui vient à point nommé. Quand on n'est pas une célébrité, comment réussir un coming out sur sa bipolarité dans son milieu professionnel? C'est une bonne question, c'est même une excellente question qui, là aussi, je peux évoquer beaucoup avec les personnes que je vais suivre en individuel. Je pense qu'il y a quelques règles, entre guillemets, enfin, qui sont plutôt des conseils, mais le faire à un moment où on va bien, parce que c'est important de le faire à un moment où on maîtrise ce qu'on veut dire, ce qu'on ne veut pas dire et à qui on veut le dire et comment on le dit. Donc, c'est déjà, le faire à un moment de stabilité. 2, mon conseil, notamment sur le travail, c'est d'abord commencer par la médecine du travail, qui est pour le coup concernée par le secret médical. Donc, un médecin du travail n'a le droit de dire à personne ce que vous lui dites concernant votre santé. Donc ça, c'est important. Et ensuite, 3, ça va être essayer d'identifier déjà les personnes qui vont être les plus sensibles sur le sujet, que ce soit le manager ou un collègue, etc. Donc, et après, encore une fois, c'est vrai que dans un monde idéal, il faudrait que tout le monde le fasse et ce ne serait plus un problème. Ceci dit, on sait que ça peut avoir des conséquences sur la manière dont la personne est vécue et perçue, pardon. Et en même temps, c'est le moyen le plus efficace parce que finalement, justement, quelqu'un qui va bien et qui dit, en fait, vous savez, moi, ça fait 10 ans que j'ai un trouble bipolaire et en fait, ça va bien et il n'y a pas de raison que ça change, ni mon implication, ni le rapport que j'ai avec vous dans mon travail. C'est le moyen le plus efficace de dynamiter ces idées reçues. Donc, je dirais que le conseil, c'est de le faire en petit comité, à un moment où ça va bien, et ne pas hésiter à en parler d'abord au médecin du travail. Merci. J'ai une question de Delphine. Pour une personne souffrante suivie à Bicêtre qui ne se sent pas capable de demander de l'aide ou n'ose pas au service addictologie, elle se renferme sur elle-même. Comment faire? Alors, ce qui est compliqué en addictologie, c'est qu'on ne peut pas imposer de soins. Il n'y a pas de soins sous contrainte en addictologie. Donc, l'idée pour cette personne en souffrance, c'est d'essayer de voir, elle, ce qui l'a fait souffrir, quelles sont ses craintes vis-à-vis de l'addictologie. C'est vrai que si en plus elle est déjà suivie, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas suivie et accompagnée par rapport à son addiction, plus ou moins que par rapport à son trouble bipolaire. Je pense que l'idée, c'est peut-être pour cette personne-là de proposer de l'accompagner, par exemple, dans un XAPA, notamment à Bicêtre, il y a un gros centre d'addictologie. Donc, pour le coup, essayer de pas se rajouter un stigma de celui de l'addiction en plus de celui du trouble bipolaire, avec à la clé quand même un espoir qui n'est pas négligeable, qui est de se dire que finalement, plus l'addiction sera traitée, plus le trouble bipolaire sera équilibré et vice-versa. Donc, l'idée vraiment, dans certaines situations, d'avoir soit quelqu'un qui connaît un peu les deux, un médecin qui connaît un peu les deux, soit carrément 2 espaces en psychiatrie et en addictologie pour travailler sur les deux et améliorer les deux de manière conjointe. D'accord, merci. Claire nous pose une question. Ayant des conduites addictives de THC, d'alcool depuis l'adolescence, j'ai des troubles de l'humeur avec diagnostic de bipolarité qui sont apparus vers l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, je suis abstinent depuis 2 ans. Mes symptômes thymiques ont disparu. Ces troubles étaient-ils dus à la consommation de substances? C'est une bonne question. Alors, probablement qu'ils ont été décompensés et aggravés par les substances. Après, la question qu'il faudrait savoir, c'est là si aujourd'hui il y a encore un traitement ou pas qui permet finalement que la personne soit équilibrée. Après, ce que ça montre bien, et je remercie la personne pour ce témoignage, c'est que, et c'est ce qu'on constate tous les jours à l'hôpital, une fois qu'il n'y a plus d'addiction pour les personnes qui ont les deux, le trouble bipolaire va vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus facile à équilibrer avec moins de traitement, moins de suivi et c'est vraiment et finalement moins de troubles pour la personne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important d'avoir en tête et qui doit donner, justement, pour répondre à la question d'avant, le courage finalement de se faire prendre en charge par rapport aux addictions.
Il y a une question de Marie. Pour un bipolaire, y a-t-il une notion d'addiction par rapport à une situation de désordre et de saleté domestique? Non, on ne parle pas d'addiction au désordre. On va dire que les difficultés avec l'ordre, c'est plutôt ce qu'on parle en psychiatrie du syndrome de Diogène, notamment pour des personnes qui vont avoir du mal à impulser un tri, qui aura tendance à collecter, à garder beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas vraiment, enfin même pas du tout une addiction, plutôt quelque chose qu'on retrouve dans d'autres pathologies, notamment tout ce qui va être obsessionnel compulsif, par exemple. Alors, j'ai une question d'un spectateur anonyme qui insiste pour que je vous la pose. J'avais une addiction au sexe, mais maintenant cela a beaucoup diminué, mais je pratique la masturbation quand la vie est trop forte, car pour des raisons personnelles, j'ai choisi d'éviter les relations sexuelles. Est-ce que est-ce que la masturbation peut aggraver ou maintenir une addiction au sexe? C'est une bonne question. Alors, je ne suis pas expert sur l'addiction comportementale au sexe. On parle effectivement d'hypersexualité. Disons que la masturbation, souvent, ça va être un des modes d'expression de l'hypersexualité. Finalement, l'hypersexualité ou l'addiction sexuelle, c'est pas forcément avoir beaucoup de rapports sexuels, c'est passer beaucoup de temps à avoir une activité sexuelle dans laquelle on va trouver le visionnage de vidéos pornographiques, la masturbation, passer du temps à chercher des rapports sexuels et avoir les rapports sexuels. Donc, c'est vrai que la question, ça peut être une solution, la masturbation, si ça empêche les autres conséquences néfastes induites par l'addiction sexuelle, une sorte de substitution. Mais dans certains cas, l'addiction sexuelle repose dans le fait que la personne passe des heures à se masturber et du coup, aux dépens des autres activités qu'elle a, d'où encore une fois cette notion de perte de contrôle et de maintien d'activité. Si on perd le contrôle vis-à-vis de la masturbation et que on le fait malgré le fait que ça cause des problèmes dans la vie personnelle, professionnelle, sociale, etc., on est dans le registre de l'addiction, même s'il n'y a pas de rapport avec quelqu'un d'autre. Blandine, tu en as une question? Oui, j'ai une question qui est un petit peu longue, mais on n'en a pas parlé de l'addiction aux médicaments. Donc, je vous lis ce qui est écrit. Bonsoir, je m'interroge sur l'effet addictif du traitement que je prends pour soigner un TAG et une bipolarité de phase 2. Avant d'être diagnostiquée bipolaire, je prenais un antidépresseur et un anxiolytique. Une fois diagnostiquée, j'ai rajouté le lithium qui m'a permis de me stabiliser partiellement, mais ayant toujours de violentes crises d'angoisse et des phases maniaques sans sommeil, je prends maintenant un antipsychotique, la kétapine, qui améliore mon sommeil. Mais je me demande si je ne suis pas devenue addict à toutes ces substances sans laquelle je ne pourrais pas vivre. Est-ce courant de cumuler autant de médicaments pour un trouble bipolaire? Alors, la dernière question, franchement, c'est difficile d'y répondre parce que c'est vraiment une question individuelle qui dépend vraiment de l'histoire de la personne. Après, pour le reste, il faut savoir que un des médicaments les plus fréquents qui donne de la dépendance ou de l'addiction dans les médicaments prescrits, c'est ce qui va être les benzodiazépines, donc tout ce qui est Valium, Lexomil, etc. En dehors de ces traitements-là, les thymorégulateurs, les antidépresseurs et les anxiolytiques ne donnent pas d'addiction pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de perte de contrôle de la consommation et il n'y a pas de maintien de la consommation, il n'y a pas besoin, par exemple, d'augmenter les doses pour avoir le même effet. Il n'y a pas de mésusage finalement de ces traitements-là, chose qu'on peut voir pour le coup avec les benzodiazépines. Donc, c'est pas parce qu'on a besoin d'un traitement pour aller bien qu'il y a une dépendance. Quand on a un infarctus, on est obligé de prendre un traitement pendant très longtemps, voire à vie, parce que si on l'arrête, on redevient malade. Ça ne veut pas dire qu'on est addict au traitement cardiologique ou addict à l'insuline dans le cas du diabète, par exemple. Alors, j'ai une question de Catherine, je pense pas qu'on vous l'ait posée. L'alcoolisme peut-il masquer un trouble bipolaire? Oui, c'est vrai que
la dépendance à l'alcool peut faire que justement, comme je disais tout à l'heure, on a plus de mal à distinguer les phases d'accès maniaque, mais aussi de dépression. Et c'est vrai que souvent, c'est pour ça qu'il faut regarder les choses dans les deux sens. Chez les patients atteints de troubles bipolaires, on fait très attention aux addictions, mais aussi chez les patients en situation d'addiction, on fait très attention au diagnostic de troubles bipolaires. Et effectivement, c'est quelque chose qui arrive, on va dire, assez fréquemment. Tu as une question, Blandine? Non. J'ai une question pour en revenir au film. Qu'est-ce que vous avez pensé des Intranquilles? C'est un très beau film, Les Intranquilles, effectivement, que j'ai trouvé très documenté. Le Damien Bonnard, l'acteur, a vraiment fait des recherches auprès de patients concernés, le réalisateur également, qui a mis beaucoup de son histoire personnelle aussi dans le film. Donc, j'ai trouvé que c'était un très beau film et que ça montrait pour le coup très bien le trouble bipolaire, les symptômes, la phase maniaque, la phase dépressive. Après, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas trop en psychoéducation parce qu'il est quand même assez sombre et en psychoéducation, on préfère utiliser des films qui voilà, n'ont pas non plus déclenché une détresse en les regardant. Après, ça reste un très beau film et je trouve qu'au-delà du trouble bipolaire, en plus, il est intéressant parce que c'est surtout un film sur une rupture, un couple qui se désunit. Alors, du coup, c'est pas forcément joyeux, mais c'est ce qui en fait, je trouve, un très beau film. Et puis, il y avait une question aussi, quelle est la différence entre psychoéducation et éducation thérapeutique? C'est un petit peu la même chose, sauf que psychoéducation, c'est pour tout ce qui est troubles psychiques. C'est vrai que les deux termes sont assez... On pourrait dire qu'on fait de l'éducation thérapeutique pour le trouble bipolaire. C'est vrai qu'on utilise psychoéducation. Et pour la psychoéducation, comment on peut s'inscrire à Saint-Antoine alors? Trop tard. Bonne question. Il faut nous écrire un mail mon mail de la PHP, c'est jean-victor.blanc@aphp.fr. Mais je pense que Blandine, vous pourrez peut-être donner voilà, les deux contacts. Et comme ça, tout ce qu'on demande, c'est d'avoir les coordonnées de la personne et qu'il y ait un suivi en parallèle parce que le groupe de psychoéducation ne se substitue pas au suivi en parallèle. Mais on vous fera d'ailleurs on vous transmettra tout ça via Argo si vous êtes d'accord, mais quand on relancera probablement, enfin le prochain groupe commencera en septembre prochain. Et du coup, dès qu'on ouvre les inscriptions, D'accord. on pourra savoir. Ah, il y a Nabil aussi qui posait une question. Que pensez-vous des groupes de parole? C'est très bien. C'est un peu différent de la psychoéducation parce que dans la psychoéducation, on a vraiment un thème donné à chaque fois. Il y a un nombre de séances prévues et définies. Dans les groupes de parole, ça va plus être informel, mais c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup, notamment pour lutter contre la stigmatisation, d'avoir le retour d'autres personnes à d'autres stades de la maladie pour trouver d'autres solutions. Donc, tout ce qui est effectivement père aidant, ces groupes de parole, je trouve que c'est vraiment très bien et probablement pas assez diffusé, pas assez utilisé en France. Vous savez que c'est notre activité principale quand même. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, bon, je n'ai plus de questions. T'en as, Blanc? Non, non plus, j'ai plus de questions. Je crois, si peut-être encore une sur l'addiction, excusez-moi. Comment en parler à son proche? C'est une bonne question. Et un peu comme pour le trouble bipolaire, moi, ce que je conseille, c'est de alors le faire à un moment choisi, en individuel. Essayer de faire en sorte que la personne ait le plus d'informations possible. Et là-dessus, soit, alors moi, c'est quelque chose que je conseille aussi, de pourquoi pas recommander des films pour avoir un support, pour montrer, dire, voilà, ce que j'ai, c'est ça. Moi, je peux te l'expliquer, mais ça peut passer aussi par un film. Ne pas hésiter à solliciter son psychiatre ou son addictologue. Ça aussi, c'est quelque chose que je propose aux patients pour qu'ils puissent avoir poser des questions, avoir vraiment une explication médicale vis-à-vis du trouble. Et puis après, encourager la personne, l'accompagnant, l'aidant à se renseigner au maximum sur la pathologie pour justement qu'il la comprenne le mieux possible et qu'il puisse l'accompagner. D'accord, merci beaucoup.
Je crois que Eliane? je ne vois pas d'autres questions. On a fait un peu dans le désordre, moi par le haut, toi par le bas. Non. Je vais poser une question. Est-ce que vous encouragez d'une façon générale le coming out à la fois pour les patients et pour les proches? Dire j'ai un proche qui est atteint. Est-ce que vous encouragez ça? Oui, oui, honnêtement, je l'encourage avec, bien sûr, encore une fois, la limite qui est que c'est à la personne de décider quand est-ce qu'elle veut le faire, comment elle le fait, auprès de qui elle le fait, et est-ce qu'elle souhaite le faire, évidemment. Et que, encore aujourd'hui, même si voilà, il y a beaucoup de choses qui évoluent sur le sujet, ça reste risqué, ça reste exposé à de la discrimination, mais c'est que comme ça qu'on arrivera à changer la représentation du trouble bipolaire et puis des autres. Hein. Donc, pour ça, et puis aussi l'autre raison qui est aussi plus individuelle, c'est qu'on sait que les personnes qui ont fait leur coming out pour un trouble psychique ont une meilleure santé mentale que les autres. Parce que, en fait, vivre avec le poids du secret, devoir se cacher pour prendre les médicaments, devoir cacher ses symptômes quand ça ne va pas bien, ça alimente une crainte, ça alimente une détresse, une tristesse, de l'anxiété. Et finalement, faire son coming out, c'est aussi quelque part se faciliter la vie. Donc, tout ça, encore une fois, quand ça se passe bien et que l'entourage est suffisamment soutenant, mais même quand ce n'est pas le cas, finalement, quelque part, c'est aussi un peu qu'est-ce qu'il y a à perdre parce que un entourage qui n'est pas soutenant, qu'on cache le trouble ou qu'on ne le cache pas, finalement, ça ne va pas tellement changer. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt tendance, moi, auprès des patients que je suis, de les encourager tout en préparant ça et en identifiant que c'est quelque chose d'assez fréquent. Alors, pour les patients plus jeunes, ça va être voilà, quand le dire, est-ce qu'il faut mettre ça sur Tinder quand on est sur une application de rencontre? Est-ce qu'il faut… C'est une vraie question. C'est une vraie question. Chacun fait un peu comme il peut, mais en tout cas, je conseille vraiment de le dire parce que sinon, ça prend beaucoup de place dans la tête et puis finalement, dans le cadre du couple. Donc… Et par rapport aux enfants? Là aussi, je conseille de le dire, toujours à un moment adapté. Là-dessus, il y a une BD qui est très bien, qui s'appelle Goupil ou Face, qui peut l'expliquer voilà, assez bien, de manière voilà, claire. Les enfants, souvent, sont aux premières loges, donc voient malgré tout des phases, des troubles d'humeur, des absences et une hospitalisation. Enfin, en tout cas, voient les choses parce qu'ils sont dans le foyer, que c'est impossible de cacher complètement. S'ils voient mais qu'ils ne comprennent pas, souvent ça peut alimenter de l'inquiétude et finalement rajouter une couche de stress. Donc le conseil est plutôt effectivement de leur en parler. Merci. Tu n'as plus de questions? Non, je n'ai plus de questions. Non. Écoutez, monsieur, nous vous remercions infiniment. Je pense qu'il va y avoir une suite à tout ça. Donc, si vous voulez bien nous envoyer votre diaporama, comme ça, on pourra faire un montage et puis mettre votre intervention sur YouTube. Voilà. Je vous remercie beaucoup, monsieur, et nous vous remercions tous, bien sûr. Merci à vous. Beaucoup. Merci à vous, docteur. Bonne soirée. Bonne soirée, pardon. Bonne plaisir, soirée. au revoir. Au revoir. Arrêtez l'enregistrement.